On va voir ça. Donc d'abord, il y a une différence biologique fondamentale, car les hommes et les femmes ne jouent pas exactement le même jeu en matière de reproduction. Je vous pose une question. Combien d'enfants un homme peut-il avoir au cours d'une année? Et combien une femme peut-elle en avoir? On est différents et on a des stratégies différentes. Chez les hommes, les stratégies est assez simple. Chacun essaye d'avoir plus de succès que les autres. La compétition entre hommes ressemble à une course d'athlétisme. Chaque coureur reste dans son couloir et court le plus vite possible. L'objectif n'est pas de faire tomber les autres, mais simplement d'arriver avant eux. Alors que la compétition entre femmes ressemble davantage à un match de waterpolo. En apparence, tout semble se dérouler dans les règles. Mais sous la surface, c'est un monde de coups bas et de sabotage. Pourquoi? Pour la même raison que pendant des siècles, les sociétés ont pu envoyer des milliers d'hommes à la guerre sans disparaître. Même si beaucoup d'hommes mouraient, il restait suffisamment d'hommes pour que la population continue de se reproduire. En revanche, si une grande partie des femmes disparaît ou décide de ne plus avoir d'enfants, c'est toute la population qui en subit les conséquences, car chaque femme représente une capacité de reproduction qui ne peut pas être remplacée. Mais en gros, sur une année, si vous avez 5 femmes en âge de procréer et 3 hommes, vous avez potentiellement 5 enfants. Si vous inversez la situation, avec 3 femmes et 5 hommes, 6, 7, peu importe, vous n'avez quand même que 3 enfants. Et cette différence biologique permet d'expliquer la différence en manière de faire compétition. La compétition intrasexuelle. Des femmes contre d'autres femmes, dont on a parlé la dernière fois. Chez les hommes, chacun cherche surtout à augmenter ses propres chances de réussir, car empêcher un autre homme d'avoir des enfants ne lui apporte pas forcément un avantage. Si un homme cherche à empêcher d'autres hommes de se reproduire, imaginons qu'il y arrive. Imaginons qu'il convainque une grande partie des hommes de ne pas avoir d'enfants. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y aura tous ces enfants à leur place. Les autres hommes qui restent pourront simplement prendre le relais et avoir des enfants avec ces femmes. La compétition consiste donc surtout à devenir plus attirant, plus compétent ou plus désirable que ses rivaux, plutôt qu'à les empêcher directement de se reproduire. Chez les femmes, c'est différent. Chaque femme ne peut avoir qu'un nombre limité d'enfants au cours de sa vie. En évolution, ce qui compte n'est donc pas seulement le nombre d'enfants que vous avez en valeur absolue. Ce qui compte est d'en avoir plus que vos concurrentes. C'est ce qu'on appelle le succès reproductif relatif. Imaginez 3 femmes. Si chacune a 2 enfants, leurs gènes seront représentés à part égale dans la génération suivante. Mais si l'une d'elles n'a finalement pas d'enfants, les gènes des 2 autres occuperont une plus grande place dans la nouvelle génération. Pourtant, elles n'auront pas eu plus d'enfants qu'avant. C'est simplement parce que la 3e n'en aura eu aucun. Autrement dit, il peut y avoir un avantage à réduire les chances de reproduction d'une rivale. La compétition ne consiste donc pas seulement à augmenter ses propres chances de réussir, elle peut aussi consister à diminuer celles des autres. Plus simplement, les hommes n'ont qu'une seule pédale, l'accélérateur. Pour gagner, ils doivent aller plus vite que les autres. Les femmes ont 2 pédales, un accélérateur pour avancer elles-mêmes, mais aussi un frein pour ralentir leur rival.